Calme, on le rappelle, avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir. Quentin, vous avez écouté les commentaires de Khalil Djebali à nos côtés. Voilà, vos commentaires à vous. Comment est-ce que vous posez l'équation de la Fed aujourd'hui? Quelles seraient les bonnes options, les bonnes décisions à prendre pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui? Je pense que c'est un peu le consensus de marché qui serait les bonnes options pour la Fed, c'est-à-dire on attaque le bilan doucement, mais on prépare le marché à un resserrement monétaire qui va se faire très doucement. Et on communique aussi sur une potentielle relevée des taux par la suite, mais qui devrait intervenir plutôt soit sur décembre, soit sur début 2018. Après, il va y avoir l'élément, comme l'indiquait précédemment Khalil, sur tout ce qui est projection. D'accord. Et là, sur les on va avoir le nouveau scénario global, nouveau scénario économique, et puis surtout le scénario des hausses de taux projetées par chaque membre de la Fed. Voilà, et c'est là où on va un peu aussi, ça, à mon avis, le marché va digérer ça. C'est-à-dire, si on a une forte disparité, notamment parce qu'on voit la répartition des différents membres sur cette espèce de dot plot, donc qui schématise l'évolution de la relevée des taux. Et là, on va voir s'il y a un peu de dissension, s'il y a au sein du comité qui peuvent envoyer des messages un peu moins positifs au marché. Je rappelle que les dernières projections qui ont été livrées au mois de juin font état, alors à l'époque, d'une hausse de taux encore cette année, enfin une troisième hausse de taux au mois de décembre, et puis un rythme de 3 hausses de taux encore en 2018 et 3 hausses de taux en 2019. Ok, on peut débattre de la hausse de taux de décembre, d'accord ou pas d'accord, mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est toujours sur un rythme de 3 hausses de taux par an pour les prochaines années du côté de la Fed? Nous, chez Asset Suisse, ça nous semble beaucoup. Oui, c'est ça. Ça semble beaucoup à tout le monde. Déjà, même si on revient en arrière, sur les projections des dot plots, on peut pas dire que ça a été tellement respecté. On voit quand même qu'il y avait une tendance à vouloir relever les taux beaucoup plus rapidement que ce qui a été fait par la Fed. Donc, je pense qu'il y a un petit peu d'optimisme sur cette volonté de relever les taux au sein du FOMC. Donc après, il faut regarder plutôt doucement et quand on le voit d'ailleurs sur aussi les projections que font le marché au niveau des probabilités sur les futurs de taux courts, ce qu'on peut voir, c'est que on a une bonne clé de lecture jusqu'à décembre et puis après il n'y a plus du tout de mouvement. Donc en gros on regarde, on navigue un peu à vue et on se dit on voit à peu près ce qui va se passer jusqu'à décembre sur le début 2018. Après, c'est plus compliqué. Bon, la question des projections, enfin du scénario des hausses de taux à venir encore peut-être du côté de la Fed, ce sera un élément clé à surveiller ce soir. Donc communiqué à 20h, je le rappelle, plus conférence de presse de Janet Yellen à 20h30 sur la réduction du bilan. Enfin, est-ce que c'est un virage majeur pour les investisseurs? On a beaucoup expliqué que l'injection de milliers de milliards de dollars de liquidités par la Fed et beaucoup d'autres banques centrales dans le monde a été à l'origine de la hausse des marchés, pour dire les choses simplement. Est-ce que le fait désormais de renverser la vapeur, comme on le prépare du côté de la Fed, est-ce que c'est la fin du bull market? Voilà, est-ce que c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour les investisseurs ou est-ce que c'est un peu trop rapide là comme conclusion? Non, c'est un peu trop rapide comme conclusion. Et puis en plus, on va dire, c'est quand même ce resserrement, cette réduction du bilan qui est quand même de 4500 milliards. Donc c'est colossal. Il était à moins de 1000 milliards avant le début des QI, avant la crise de 2007-2008. Et donc c'est colossal. On voit bien que quand même il y a encore beaucoup de politiques accommodantes. On sait très bien que la BCE va le rester, même si potentiellement ils vont réduire un peu leurs achats de titres mensuels, mais plutôt sur 2018. La Banque centrale du Japon aussi reste très accommodante et va le rester certainement encore plus que la Banque centrale européenne. Donc non, c'est quand même entre guillemets une goutte d'eau. On voit que depuis le début de l'année, il y a eu plus de 2000 milliards encore injectés par les différentes banques centrales. Donc on voit qu'on est quand même encore dans une politique très accommodante. Et même aux États-Unis, on reste sur une politique qui reste accommodante. Si on fait des rachats, pas des rachats, mais en tout cas, ça va être des papiers qui vont pas être renouvelés entre 5 et 10 peut-être 10 milliards par mois. Ouais. C'est très faible par rapport à tout ce qui est injecté par ailleurs par les autres banques. Donc on voit bien que c'est plus symbolique. C'est pour dire, on prépare le marché, on avance doucement vers un resserrement monétaire parce qu'on sait très bien aussi les aspects négatifs, parce qu'on voit quand même, on a quand même un marché obligataire qui est très tendu avec des taux qui sont très bas. Donc il y a eu des avantages quand on pèse avantages inconvénients sur cette politique ultra accommodante. On a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, mais on sait très bien aussi les risques qu'il y a derrière et les risques
les risques systémiques sont quand même présents. Donc on ne peut pas se permettre de garder trop longtemps cette politique-là. Bon, et justement, il y a un marché, vous l'avez dit rapidement, hein, les marchés obligataires, les marchés de taux, de fixed income, les marchés de crédit, hein, la dette d'entreprise, qui sont aussi des baromètres importants à suivre pour les marchés, même quand on investit plus facilement en actions, peut-être. Je pense notamment aux particuliers qui peuvent nous regarder ou nous écouter. Sébastien Barthélémy est avec nous justement par téléphone pour évoquer l'ambiance sur ces marchés de crédit à quelques heures de la décision de la Fed. Sébastien, bonjour, vous êtes responsable de la recherche crédit de Kepler-Chevreux. Il y a pas mal d'indicateurs de marché, hein, on va dire des baromètres d'appétit pour le risque. Alors on parle de spread de crédit, on parle d'émissions primaires, on parle de dette au rendement. Voilà, que vous disent vos baromètres sur le marché du crédit aujourd'hui, Sébastien ? Bien, bonjour. Écoutez, les baromètres sont toujours aussi au vert, en tout cas avec des spreads toujours très bas, historiquement. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, car si on regarde les principaux indicateurs qu'observent les investisseurs en marché du crédit, on pense notamment aux indices iTraxx sur les CDS. On sait que c'est une journée où il y a eu un rôle de l'indice qui fait qu'il y a un écartement mécanique sur ces indices-là. Néanmoins, quand on regarde en tendance, eh bien, très forte baisse depuis le mois de septembre des spreads sur quel que soit le segment de marché que l'on regarde. Bon, voilà. Et puis, les émetteurs également qui sont toujours présents face à une demande et un appétit qui est toujours très dynamique, Sébastien, quand on regarde ce que vous appelez le marché primaire, hein, les nouvelles émissions de dette réalisées notamment par les entreprises. Alors, effectivement, le marché primaire est très dynamique depuis le début de l'année. La semaine a été très riche. On note d'ailleurs que, bon, effectivement, si le biais reste toujours investment grade, c'est-à-dire des entreprises de très bonne qualité, on a vu en début de semaine et la semaine dernière venir des émetteurs high yield, donc de moins bonne qualité dans la catégorie de notation, on va dire double B, simple B, comme Intralot ou Louvre ou Viridian. Donc quelques émetteurs sont venus dans la catégorie high yield, et puis on voit le marché primaire toujours extrêmement dynamique avec la jumbo émission aujourd'hui de Engie notamment. Eh ben allons-y, parlons de Engie. Alors Engie, là, quand on regarde l'action Engie qui est très bien orientée aujourd'hui, hein, le titre gagne un peu plus de 1%, pardon. Engie effectivement qui, alors jumbo émission parce que on parle de montants importants, c'est ça Sébastien, 2 milliards d'euros levés sur le marché, dont un peu plus de la moitié sous forme de green bond, d'obligations vertes. Et c'est ce thème-là qui m'intéresse. Quel commentaire est-ce que ça suscite chez vous, là, cette émission obligataire d'Engie aujourd'hui, Sébastien? Bon, mais comme vous le dites, ça montre un petit l'appétit des investisseurs, hein, plus de 2 milliards de dettes levées, et puis surtout avec des échéances quand même longues, hein, donc très, très important pour un groupe, une utilities comme Engie, hein, puisqu'il y a eu une tranche de 750 millions d'euros à 20 ans pour un coupon uniquement de 2%, hein, ça vous montre un petit peu la cherté du marché. Alors le green bond, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est très simple, c'est pas un phénomène de mode, hein. C'est très demandé de la part des investisseurs, puisque ce sont des emprunts dont le financement, donc la dette qui a été levée, va servir au développement de projets, souvent ce qu'on appelle d'énergie renouvelable. L'objectif étant d'être vraiment dans la partie green de la utilities. Ça permet donc aux investisseurs qui sont soumis ou qui ont une volonté d'être environnement, social, gouvernance, ESG, à proprement dit, eh bien, de pouvoir investir dans ces souches-là, dont le financement est dédié aux énergies renouvelables et qui bénéficient également de notation par des agences de notation extra-financières type Vigeo pour la France. Bon, et vous dites c'est pas une mode, non, c'est un thème qui prend de plus en plus d'importance. Alors on a le thème aussi ISR, ESG sur le marché action, on le retrouve à travers les green bonds sur le marché du crédit, Sébastien. C'est un segment de marché là qui tend à prendre de plus en plus d'importance? Effectivement, c'est un segment de marché qui se développe de plus en plus. Auparavant, il y a quelques années, c'était vraiment, on va dire, sur le marché des govies, donc des États qui allaient émettre des green bonds ou alors des extra govies type SNCF. Mais maintenant, de plus en plus, des corporates viennent émettre des green bonds. Les utilities, plus particulièrement, et même EDF a émis des green bonds, par exemple. Là, l'objectif, c'est évidemment pas le nucléaire, mais c'est vraiment les énergies alternatives, les énergies vertes, parce que beaucoup de sociétés de gestion sont dites ESG, ISR, et ça permet d'investir directement dans des obligations qui sont flaguées, notées et dédiées pour le green.
Oh, un commentaire, Quentin. Alors sur peut-être l'émission d'Engie en tant que telle, voilà, qui lève un peu plus d'1 milliard d'euros sous forme d'obligations vertes. Je crois qu'ils en ont levé depuis 2014 plus de 5 milliards d'euros sous forme de green bonds. Engie, bon évidemment, ça fait partie des groupes très impliqués dans la transition énergétique. Donc on comprend qu'ils utilisent ces instruments. Est-ce que c'est des produits? Est-ce que ce sont des thèmes de marché là qui vous intéressent? Enfin vous et puis surtout vos clients, parce que j'imagine que les clients, enfin, c'est l'appétit des clients, de vos clients, qui va déterminer l'intérêt ou non qu'on va porter à ces marchés-là ou à ces thématiques-là aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes sur ces investissements, ce qu'on appelle ESG, c'est-à-dire des investissements environnement, socialement, quoi, sur les 3 piliers, l'environnement, le social et la gouvernance. Les critères ESG. Les critères, ce qu'on appelle les critères ESG, et on a de plus en plus de demandes et d'objectifs clairs et précis, et notamment aussi de la part, surtout, plus de la part des investisseurs, ce qu'on appelle institutionnels, c'est-à-dire les fonds de pension, les fonds de retraite, les assurances. On a vraiment une demande parce que on s'aperçoit qu'il y a une volonté derrière d'investir de manière responsable. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus cette dynamique-là a favorisé, on va dire, une prise de conscience chez les entrepreneurs de faire très attention à ces critères-là et de travailler dans ce sens-là. Et maintenant, alors qu'au début on disait c'est que de l'extra-financier, ça n'a pas forcément d'impact sur le cours, de plus en plus on voit qu'on commence à avoir des impacts sur les cours. Sur les green bonds, je pense que c'est un très bel outil parce que ça permet de lancer des projets qui auraient plus de difficultés à se lancer. C'est vrai que du point de vue de l'investisseur, ça reste des papiers qui sont un peu chers. Par contre, si on raisonne en termes de rendement, en général, c'est des rendements qui sont plus bas, mais c'est aussi sur une thématique bien spécifique et qui permet aussi on va dire, d'investir dans des projets qui seraient plus compliqués à développer. D'accord avec ça, Sébastien? Oui, ce sont effectivement, là, en termes de rémunération, de rendement, si on se place du côté de la dette, vous disiez à 20 ans, c'est un coupon de 2% sur le green bond d'Engie. Ce sont des rémunérations inférieures à ce qu'on peut trouver sur le marché via des obligations classiques, Sébastien? Il y a plus de demandes, tout simplement? Effectivement, c'est une très bonne remarque. Ces obligations-là sont légèrement plus chères, soit au primaire et effectivement en secondaire. C'est lié à un phénomène de demande de plus en plus important et ce n'est pas une norme en termes d'obligations. Donc le choix des investisseurs pour des obligations green, ESG sur des corporates n'est pas encore pléthorique. Donc il y a un petit phénomène effectivement de spread moins généreux en termes de rémunération, de moindre spread. Alors ça reste quand même assez limité, mais voilà, comme ça a été souligné, une plus forte demande ou une demande croissante pour ce type d'obligation qui est dédiée au financement ESG, green. Financement des projets de transition énergétique, des projets écologiques, renouvelables, effectivement, les projets sociaux, voilà, tous ces critères ESG, on le rappelle, les critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Et Engie profite de cet appétit effectivement pour ces obligations vertes pour lever aujourd'hui un total de 2 milliards et donc un peu plus d'1 milliard sous forme de green bond, comme on les appelle, ces obligations vertes. Le titre Engie bien orienté pour la partie bourse, cette fois pour la partie action Engie qui gagne un peu plus de 1%. Merci beaucoup Sébastien, merci d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité des marchés obligataires, des marchés de crédit. Sébastien Barthélémy, responsable de la recherche crédit de Kepler Chevreux. Dans l'actualité immédiate également, Quentin, peut-être un commentaire alors sur ce qui se passe dans le secteur de la sidérurgie. Là on passe des services aux collectivités, des green bonds, au lourd industriel, la sidérurgie, secteur en difficulté en Europe. Tous les groupes qui opèrent en Europe ont déjà mené des restructurations en interne. Visiblement, ça n'est pas suffisant. Il faut des alliances pour tenir. Face à quoi? Face à la concurrence chinoise? C'est le sens du mouvement entre ThyssenKrupp et Tata Steel aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est une consolidation dans le secteur qui est saluée par la bourse, on le voit aujourd'hui. Et oui, il y a un effet ciseau, c'est-à-dire il y a un effet déjà de surcapacité en Europe, et notamment avec le BTP qui consomme moins que prévu en termes d'acier. Et deuxièmement, il y a aussi ce dumping qui vient de Chine. On sait très bien tous les débats qu'il y a eu, notamment sur la mise en place de taxes spécifiques. On voit les Américains avaient réagi de manière beaucoup plus forte sur ce sujet-là.
et on a un secteur qui a quand même en Europe qui a souffert. Tata Steel Europe, ça depuis 10 ans, ça perd quasiment 1 milliard par an. Ça coûte 1 milliard par an au groupe Tata. Donc il y avait un véritable besoin de ce rapprochement, et ça va plutôt dans le bon sens, parce qu'on voit que tout le monde se met autour de la table et qu'on risque d'avoir des accords, et un accord solide. C'est suffisant là d'avoir des... Alors effectivement, ils vont créer le numéro 2 en Europe derrière ArcelorMittal. C'est suffisant ces mouvements de rapprochement, où vous dites non, il faut que l'Europe aussi soit plus protectrice vis-à-vis de ces secteurs-là, ces secteurs industriels aujourd'hui? Oui, pourtant c'est dans mon habitude d'être... Je vous laisse le dire vous-même. mais sur certains secteurs où il y a des investissements très lourds, où c'est des cycles longs, il y a besoin, quand on a quand même, pas se mentir, sur la Chine, on a un financement qui est fait par le gouvernement. Ce serait une industrie qui ne serait pas rentable. Ils essayent de gérer leur surcapacité aussi en Chine. Enfin, en tout cas, c'est le message qui est envoyé régulièrement sur ces secteurs-là. Non, c'est vrai. Il y a aussi, effectivement, il y a aussi un travail qui est fait de leur côté, parce qu'ils se rendent compte qu'eux aussi étaient en surcapacité. Mais il n'empêche qu'on a quand même une industrie qui est extrêmement pilotée par le gouvernement, par les gouvernements et par les autorités. Et donc, on se retrouve face à une concurrence parfois déloyale. Donc, c'est très compliqué. Et parfois, temporairement de dire, on tempère un petit peu ces mouvements de dumping, juste pour que l'industrie ait le temps de se transformer et le temps de se restructurer, peut permettre parfois d'être un peu moins, ça peut permettre d'avoir des conséquences un peu moins lourdes, mais il faut quand même que ce secteur-là se restructure. Mais dans le plan, c'est important, le plan de restructuration, parce qu'il y a quand même, il risque d'avoir jusqu'à une diminution de 8% des effectifs, des économies entre 400 et 600 millions d'euros par an, donc c'est assez lourd comme restructuration. Bon, effectivement, alors les marchés saluent cette initiative. On est au stade d'un protocole d'accord pour la fusion des activités européennes de ThyssenKrupp, l'allemand et de l'Indien Tata Steel, mais visiblement tout le monde a l'air bien d'accord sur cette idée-là, donc on va dire que le process est engagé. ThyssenKrupp à Francfort progresse d'un peu plus de 3%, et puis on évoquait effectivement par ricochet le secteur du BTP qui peut-être utilise moins d'acier aujourd'hui. L'actualité du BTP, c'est autour des autoroutes espagnoles Abertis, et c'est la presse allemande qui indique que le groupe allemand de BTP, Hortif, pourrait lancer de manière assez rapide une offre peut-être de rachat sur Abertis. C'est un dossier qui est bataillé, qui est en discussion depuis très très longtemps. Il y a un groupe italien qui s'intéresse également à Abertis, la bataille des autoroutes espagnoles, et Hortif peut-être serait sur le point de lancer cette offre. Le titre Hortif est lourdement sanctionné à Francfort cet après-midi, une baisse de plus de 7%, et on voit d'ailleurs le DAX qui est un petit peu en retard par rapport aux autres indices européens. En conclusion de tout ça, Quentin, on a évoqué la Fed, l'actualité des secteurs qui bougent aujourd'hui, la sidérurgie, le BTP. Vous, en termes de vue chez Assetfi, sur quoi est-ce que vous vous montrez plus prudent aujourd'hui? Sur quoi est-ce que vous êtes plus positif peut-être également? On reste toujours très positif sur la zone euro, même s'il y a eu un petit peu de ralentissement. On a un petit peu diminué, on a très légèrement augmenté la pondération action dans notre portefeuille. On privilégie, on a réorienté un petit peu le portefeuille en diminuant encore la pondération sur le marché action pour se repositionner un petit peu plus sur le Japon. Sur le marché action américain. Marché action américain. Donc, un peu plus d'actions globales, mais un peu moins d'actions américaines, voilà. Pour avoir quoi? Un peu plus d'actions. Un peu plus d'actions japonaises et un peu plus d'actions émergentes, parce qu'on a des valorisations qui sont encore plus attractives. Bon, on a eu un très beau parcours sur les émergents, mais on pense que ça peut encore perdurer. Et sur le Japon, on est positif parce que l'économie est bien orientée, on a une politique qui est accommodante et on a des valorisations qui sont parmi, quand on regarde tous les marchés, au niveau notamment du price to book, donc du prix sur la valeur comptable des sociétés, qui est une des moins chères sur les principaux marchés. Donc on reste dans un environnement positif, et on le voit notamment avec aujourd'hui les chiffres qu'a sorti notamment l'OCDE. On a un environnement macroéconomique mondial, et aussi bien sur la zone euro et que sur les pays émergents, qui est positif et qui devrait donc être bon pour le marché action. Sur les actions de la zone euro, qui reste une conviction forte, là-dessus vous n'avez pas bougé, Quentin. L'impact de l'euro fort, on s'est fait peur, il va falloir être vigilant, très vigilant. Est-ce que ça peut remettre en cause le cas d'investissement sur les actions de la zone euro aujourd'hui? Non, nous on pense pas. Alors
Le mouvement a été rapide. Je pense que c'est ça qui a un petit peu troublé les investisseurs. Après, tout dépend quand est-ce qu'a lieu ce mouvement. Là, aujourd'hui, ce mouvement, il a lieu dans un climat plutôt de confiance. C'est-à-dire, on voit les indicateurs qui repartent à la hausse, on voit quand même les indicateurs, que ce soit de confiance, que ce soit de consommation, qui sont bien orientés. On a vraiment une économie qui est bien orientée. Et dans ce cadre-là, avoir un renchérissement de l'euro, ce n'est pas si négatif. Alors, c'est sûr qu'on risque d'avoir quelques secteurs exportateurs sur le troisième trimestre au niveau des résultats qui vont un peu décevoir. On va avoir quelques petites déceptions, c'est sûr. Mais pour nous, ce n'est pas un catalyseur trop fort pour dire non, on désinvestit de la zone euro. L'euro-dollar accroché à 1,20 avant la décision de la Fed. Les marchés qui sont très attentistes évidemment avant la décision de la Banque centrale américaine, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le CAC 40 est à l'équilibre, 5235 points. Merci beaucoup messieurs. Merci Quentin de nous avoir accompagnés pour cette première demi-heure. Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Assetfi. On va marquer une courte pause. Direction les États-Unis dans un instant pour retrouver en duplex à New York Grégory Volokin. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.